Est-il possible que l'une des civilisations les plus mystérieuses de l'histoire humaine ait laissé une empreinte génétique si troublante que la communauté scientifique préfère détourner le regard plutôt que de l'affronter directement? Et si je te disais que sous les sables brûlants du golfe Persique, dans une région que les anciens Sumériens appelaient le paradis terrestre, des chercheurs ont découvert des séquences d'ADN qui ne correspondent à aucun schéma migratoire connu de l'humanité. Dilmun. Ce nom résonne peut-être faiblement dans ta mémoire, comme un écho lointain d'une leçon d'histoire oubliée, ou peut-être ne l'as-tu jamais entendu du tout. Et pourtant, cette civilisation, cette terre que les textes cunéiformes décrivaient comme le lieu où le soleil se lève, là où les eaux douces jaillissent de la terre pour donner la vie éternelle, cette terre garde des secrets que nous ne sommes peut-être pas prêts à entendre. On nous a enseigné que les premières grandes civilisations sont apparues de manière relativement linéaire, que l'humanité a progressé d'une étape à l'autre de manière prévisible, des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs, des villages aux cités, des mythes aux religions organisées. Mais une série de découvertes génétiques réalisées entre 2023 et 2025 dans les nécropoles de Bahreïn et les sites archéologiques de la péninsule arabique orientale suggère quelque chose d'impossible. Quelque chose que les grandes institutions académiques préfèrent ignorer dans leurs publications officielles. Aujourd'hui, nous allons analyser des résultats d'analyse ADN qui contredisent les modèles établis de peuplement ancien. Nous allons explorer des tumulus funéraires dont le nombre défie toute explication rationnelle. Et nous allons plonger dans des récits mythologiques qui, à la lumière de ces nouvelles données, ressemblent étrangement moins à des légendes qu'à des témoignages historiques codés. Alors, installe-toi confortablement. Laisse la lumière de ton écran devenir la seule source de clarté dans la pièce. Car ce voyage que nous entreprenons ensemble nécessite une certaine disposition d'esprit, une ouverture à l'idée que le monde que nous croyons connaître n'est peut-être qu'une version simplifiée d'une réalité bien plus complexe. Hola et bienvenue sur cette chaîne où nous explorons ensemble les recoins obscurs de notre passé collectif. Là où les certitudes s'effritent et où les questions deviennent plus précieuses que les réponses toutes faites. Ici, nous ne cherchons pas à te convaincre de quoi que ce soit. Nous cherchons simplement à te montrer ce que d'autres préfèrent garder dans l'ombre. Détends-toi et ouvre ton esprit. Car ce que nous allons voir ensemble ce soir défie les conventions académiques. Les données que nous allons examiner proviennent de sources scientifiques légitimes, d'études publiées dans des revues à comité de lecture, et pourtant, leurs implications sont systématiquement minimisées ou ignorées par les médias grand public. Si tu fais partie de ces esprits curieux qui refusent de se contenter des explications officielles, si tu ressens cette intuition profonde que notre histoire est incomplète, alors tu es exactement là où tu dois être. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos explorations futures. Maintenant, commençons par établir ce que nous savons officiellement sur Dilmun, avant de révéler les fissures qui apparaissent dans ce récit lorsqu'on le soumet à un examen plus approfondi. La version officielle nous dit ceci. Dilmun était une civilisation commerciale qui a prospéré dans la région de l'actuel Bahreïn et de la côte orientale de l'Arabie saoudite, entre environ 3000 et 1600 avant notre ère. Elle servait de plaque tournante commerciale entre la Mésopotamie et la civilisation de l'Indus. Les marchands dilmunites étaient réputés pour leur commerce de cuivre, de perles, de dattes et d'autres produits précieux. C'était une civilisation prospère mais secondaire, un intermédiaire utile mais pas une source de civilisation en soi. Voilà ce qu'on nous enseigne. Voilà ce que les manuels d'histoire présentent comme la vérité établie. Mais voici où le récit commence à se fissurer. En 2023, une équipe internationale de généticiens dirigée par des chercheurs de l'Université de Copenhague et de l'Institut Max Planck pour la science de l'histoire humaine a entrepris l'analyse la plus complète jamais réalisée de l'ADN, ancien extrait des nécropoles de Dilmun. L'objectif initial était simple. Confirmer les modèles migratoires existants, montrer que les habitants de Dilmun étaient génétiquement similaires aux populations mésopotamiennes voisines, avec peut-être quelques apports de la vallée de l'Indus, conformément à leur rôle commercial. Ce qu'ils ont trouvé était tout autre. Les séquences génétiques extraites de plus de 147 individus enterrés dans les tumulus royaux de Aali et de Sahar
ont révélé un profil génétique d'une complexité inattendue. Non seulement ces individus ne correspondaient pas au profil attendu d'une population mixte mésopotamienne arapéenne, mais ils présentèrent des marqueurs génétiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les populations anciennes connues de la région. Laisse-moi te donner un exemple concret pour que tu comprennes l'ampleur de cette anomalie. L'aplogroupe mitochondrial, c'est-à-dire la lignée génétique transmise par les mères, de 37% des échantillons analysés appartenaient à une variante jusqu'alors non documentée dans les bases de données génétiques mondiales. Cette variante, provisoirement désignée U2EF1A1B, ne correspond à aucune population ancienne ou moderne connue dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres. En génétique des populations, ce type de découverte est extraordinairement rare. Les migrations humaines, les mélanges de populations, les expansions et les contractions démographiques laissent que des traces prévisibles dans notre ADN. Nous pouvons retracer les mouvements de peuples sur des milliers de kilomètres et des milliers d'années grâce à ces marqueurs génétiques. Mais l'aplogroupe U2EA1B de Dillmuhn semble apparaître de nulle part, sans ancêtres identifiables, sans population parente, comme si ces individus avaient simplement émergé dans cette région sans précurseur génétique connu. La réaction de la communauté scientifique face à cette découverte a été, pour le moins, tiède. L'étude initiale, publiée dans une revue de génétique de second rang, plutôt que dans Nature ou Science, comme on pourrait s'y attendre pour une découverte de cette magnitude, a été accueillie par un silence assourdissant. Pas de communiqué de presse des grandes universités, pas d'articles dans les journaux grand public, pas de débats enflammés dans les conférences internationales. Pourquoi ce silence ? C'est la question centrale de notre exploration ce soir. Et pour y répondre, nous devons d'abord comprendre ce que représentait vraiment Dillmuhn pour les civilisations qui l'ont connu. Car vois-tu, Dillmuhn n'était pas simplement un partenaire commercial pour les Sumériens. Dans leur mythologie, Dillmuhn occupait une place unique, une place qu'aucune autre région géographique réelle n'a jamais occupée dans aucune autre tradition mythologique connue. Pour les Sumériens, Dillmuhn était le paradis terrestre. Non pas un paradis situé dans les cieux ou dans un autre monde, mais un paradis physique, localisable, un lieu réel sur Terre où les dieux avaient choisi de résider avant de créer l'humanité. Dans le mythe d'Enki et Ninhursag, l'un des textes sumériens les plus anciens jamais découverts, Dillmuhn est décrite comme une terre pure, une terre vierge, un lieu où le corbeau ne croisse pas, où le lion ne tue pas, où le loup ne s'empare pas de l'agneau. C'était un lieu où la maladie n'existait pas, où la vieillesse n'avait pas de prise, où la mort elle-même semblait tenir ses distances. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que les textes sumériens ne traitent pas Dillmuhn comme un lieu mythique inaccessible. Au contraire, ils décrivent des échanges commerciaux réguliers avec Dillmuhn, des navires qui font la traversée, des marchandises qui arrivent dans les ports mésopotamiens. Les tablettes administratives de la 3e dynastie d'Ur, datant d'environ 2100 avant notre ère, mentionnent des transactions commerciales détaillées avec des marchands dillmunites, incluant des quantités précises de cuivre, d'or, de pierres précieuses et d'un produit mystérieux appelé le bois de mer. Comment réconcilier ces deux images ? D'un côté, un paradis divin où la mort n'existe pas. De l'autre, un partenaire commercial ordinaire avec lequel on négocie le prix du cuivre. La réponse traditionnelle des historiens est que les Sumériens ont simplement mythifié une région géographique réelle, comme les Grecs l'ont fait avec le mont Olympe ou les Égyptiens avec les sources du Nil. La prospérité de Dillmuhn, son climat relativement clément par rapport au désert arabique, la présence de sources d'eau douce naturelles, tout cela aurait contribué à créer une image idéalisée qui s'est progressivement transformée en mythe. C'est une explication raisonnable. Elle satisfait le rasoir d'Occam. Elle ne nécessite aucune hypothèse extraordinaire, mais elle ne tient pas compte des données génétiques. Car si les habitants de Dillmuhn étaient simplement des Mésopotamiens installés dans une région prospère, ou un mélange de populations commerciales venues de différentes régions, leur profil génétique devrait refléter cette réalité. Au lieu de cela, nous trouvons une population génétiquement distincte, avec des marqueurs qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, comme si ces individus avaient une origine fondamentalement différente de celle des peuples environnants. Et c'est là
que les choses deviennent vraiment intéressantes. En 2024, une équipe de chercheurs bahreïnis a obtenu l'autorisation d'analyser des échantillons osseux provenant d'une section jusqu'alors non fouillée de la nécropole de Sahar. Cette section, située sous plusieurs mètres de sable accumulés au fil des millénaires, contenait des sépultures significativement plus anciennes que celles analysées précédemment. Les datations au carbone 14 ont révélé que certaines de ces sépultures remontaient à environ 4800 avant notre ère, soit près de 2000 ans avant la date officiellement reconnue comme le début de la civilisation d'Ilmunit. 2000 ans. C'est l'équivalent de la période qui nous sépare de l'époque romaine. C'est une éternité en termes de développement civilisationnel. Mais ce n'est pas la datation qui a causé le plus grand trouble parmi les chercheurs. C'est le fait que les marqueurs génétiques caractéristiques de la population d'Ilmunit, incluant le mystérieux haplogroupe U2E1A1B, étaient déjà présents dans ces sépultures plus anciennes. Non seulement ils étaient présents, mais ils étaient présents dans des proportions encore plus élevées que dans les périodes ultérieures. Cela signifie que cette population génétiquement distincte n'est pas apparue progressivement par mélange avec d'autres groupes. Au contraire, elle semble avoir été plus pure, plus distincte dans les périodes les plus anciennes, avant de se mélanger graduellement avec les populations environnantes au fil du temps. C'est exactement l'inverse de ce que les modèles migratoires standards prédisent. Normalement, une population isolée devient plus distincte avec le temps, pas moins. Les flux migratoires ajoutent de la diversité génétique. Ils ne l'éliminent pas. À moins, bien sûr, que cette population ne soit pas arrivée par migration conventionnelle. À moins qu'elle n'ait pas d'ancêtres dans les régions environnantes parce qu'elle venait d'ailleurs. D'un ailleurs que nous ne pouvons pas encore identifier. Je veux être très clair ici. Je ne suis pas en train de suggérer que les habitants de Dilmun venaient d'une autre planète ou d'une dimension parallèle. Ce serait une conclusion extraordinaire qui nécessiterait des preuves extraordinaires que nous n'avons pas. Ce que je suggère, c'est que notre compréhension des mouvements de population dans l'Antiquité est manifestement incomplète. Quelque part, il existe une population ancestrale que nous n'avons pas encore identifiée, une population qui a donné naissance aux habitants de Dilmun et qui a ensuite disparu ou s'est fondue dans d'autres groupes sans laisser de traces reconnaissables. Et la question qui brûle les lèvres de tout chercheur honnête est la suivante. Pourquoi cette population ancestrale reste-t-elle invisible dans les archives génétiques? Où sont les sites intermédiaires, les populations de transition, les marqueurs de migration qui devraient logiquement exister? La réponse pourrait se trouver dans un endroit que peu de gens associent à l'archéologie ancienne. Le fond du golfe Persique. Car vois-tu, le golfe Persique tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a pas toujours existé. Pendant la dernière période glaciaire, lorsque d'immenses quantités d'eau étaient emprisonnées dans les calottes polaires, le niveau des océans était significativement plus bas qu'aujourd'hui. Le golfe Persique était alors une vallée fertile, traversée par les eaux combinées du Tigre, de l'Euphrate et de plusieurs autres rivières aujourd'hui disparues. Cette vallée, que certains chercheurs appellent le golfe Oasis, aurait offert un environnement exceptionnellement favorable à l'établissement humain. Eau douce abondante, végétation luxuriante, faune diverse, climat tempéré, protégé des extrêmes du désert environnant. C'était, selon les modèles paléoclimatiques, l'un des habitats humains les plus favorables de toute l'Eurasie occidentale pendant la dernière période glaciaire. Et puis, entre environ 8000 et 6000 avant notre ère, les eaux sont montées. Lentement d'abord, puis de plus en plus rapidement à mesure que les glaciers fondaient. La vallée du golfe Oasis a été progressivement submergée, forçant ses habitants à migrer vers les terres plus élevées, vers Dilmun, peut-être. Cette hypothèse, formulée pour la première fois par l'archéologue Jeffrey Rose dans un article révolutionnaire publié en 2010, offre une explication élégante à l'apparition soudaine de populations génétiquement distinctes dans la région du golfe Persique. Ces populations ne venaient pas de nulle part, elles venaient d'en bas, d'une terre aujourd'hui engloutie sous des dizaines de mètres d'eau salée. Et si le paradis de Dilmun dont parlaient les Sumériens n'était pas Bahreïn elle-même, mais le souvenir transmis de génération en génération d'une terre perdue, une terre d'abondance qui a été engloutie par les eaux montantes et dont les survivants ont trouvé refuge sur les îles et les côtes environnantes. Cette idée n'est pas nouvelle.
Elle a été suggérée par plusieurs chercheurs au fil des décennies. Mais les données génétiques de 2023 et 2024 lui donnent une substance nouvelle, une crédibilité scientifique qu'elle n'avait pas auparavant. Car si les habitants de Dilmun étaient les descendants de réfugiés d'une civilisation engloutie, cela expliquerait plusieurs anomalies. Cela expliquerait pourquoi leur profil génétique est si distinct. Ils descendèrent d'une population qui avait évolué en isolement relatif dans la vallée du golfe Oasis pendant des milliers d'années. Cela expliquerait pourquoi les Sumériens les considéraient comme des habitants d'un paradis. Les récits de la terre d'origine, transmis sur des générations, auraient naturellement pris des teintes mythiques, transformant une réalité géographique en légende divine. Cela expliquerait pourquoi les marqueurs génétiques d'Ilmunite sont plus concentrés dans les périodes les plus anciennes. Les premiers arrivants étaient les réfugiés directs de l'inondation, tandis que les générations suivantes se sont progressivement mélangées avec les populations mésopotamiennes et arapéennes qui sont venues s'installer dans la région. Mais cette explication, aussi élégante soit-elle, soulève une question encore plus troublante. Quel niveau de développement civilisationnel avait été atteint dans le golfe Oasis avant l'inondation? Les modèles archéologiques traditionnels supposent que les populations de l'époque étaient des chasseurs-cueilleurs relativement primitifs, peut-être en transition vers l'agriculture. Mais si c'était le cas, pourquoi les Sumériens auraient-ils attribué une telle importance mythologique à leurs descendants? Pourquoi Dilmun aurait-elle été considérée comme le berceau des dieux plutôt que comme une simple terre de réfugiés? Et pourquoi, lorsque nous examinons les sites archéologiques les plus anciens de Bahreïn, trouvons-nous des preuves d'une sophistication technologique et organisationnelle qui semble apparaître pleinement formée, sans les étapes de développement progressif que nous observons normalement dans l'évolution des civilisations? Ces questions nous amènent à la première de nos 3 grandes preuves: l'évidence physique et archéologique que quelque chose d'inhabituel s'est produit à Dilmun. Et cette évidence prend la forme de ce qui constitue peut-être le plus grand mystère archéologique du Moyen-Orient: les tumulus funéraires de Bahreïn. Imagine un instant un paysage couvert de monticules artificiels, des dizaines de milliers de monticules, s'étendant à perte de vue dans toutes les directions. Certains mesurent à peine quelques mètres de diamètre. D'autres atteignent des dimensions monumentales, rivalisant avec les pyramides en termes de volume de terre déplacée. Bahreïn possède la plus grande concentration de tumulus funéraires préhistoriques au monde. Pas du Moyen-Orient, du monde entier. Les estimations varient, mais les études les plus récentes suggèrent qu'il y avait à l'origine entre 150 000 et 200 000 tumulus dispersés sur cette petite île de 780 km². Pour mettre cela en perspective, cela représente un tumulus pour environ 4 mètres carrés de surface. Dans certaines régions de l'île, les tumulus sont si nombreux et si proches les uns des autres qu'ils forment un paysage ondulé, continu, comme des vagues figées dans la terre. La question évidente est la suivante: qui a construit tout cela et pourquoi? La réponse officielle est que ces tumulus ont été construits sur une période d'environ 2000 ans, entre 3000 et 1000 avant notre ère, par les différentes populations qui ont habité Dilmun pendant son apogée commercial. Ils serviraient de sépulture pour les morts, une pratique funéraire partagée par de nombreuses cultures anciennes. Mais cette explication se heurte à un problème mathématique fondamental. Même en prenant l'estimation la plus conservatrice de 150 000 tumulus construits sur 2000 ans, cela représente une moyenne de 75 tumulus par an. En supposant que chaque tumulus nécessitait environ une semaine de travail pour une équipe de 10 personnes, ce qui est une estimation très conservatrice pour les tumulus les plus grands, cela signifie que la population de Dilmun aurait dû consacrer une part significative de sa main-d'œuvre disponible exclusivement à la construction de tombes. Année après année, génération après génération, sans interruption. Et ce calcul ne tient pas compte du fait que la population de Bahreïn à l'âge du bronze était probablement de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'individus au maximum. Comment une si petite population aurait-elle pu construire autant de structures, tout en maintenant une économie commerciale florissante, en cultivant suffisamment de nourriture pour subsister et en accomplissant toutes les autres activités nécessaires à la vie quotidienne? La disproportion entre la population estimée et le nombre de tumulus
a conduit certains archéologues à formuler une hypothèse alternative. Bahreïn n'était pas simplement un lieu de vie pour les Dilmunites, c'était leur nécropole sacrée, un lieu de pèlerinage funéraire où des populations de toute la région venaient enterrer leurs morts dans la terre sainte du paradis. Cette hypothèse expliquerait le nombre extraordinaire de sépultures sans nécessiter une population locale impossiblement grande. Les morts venaient, d'ailleurs, transportés par bateau depuis les côtes de Mésopotamie, d'Arabie et peut-être même de l'Indus, pour être enterrés dans la terre bénie de Dilmun. Mais si c'est le cas, cela soulève une question encore plus profonde. Pourquoi Dilmun était-elle considérée comme un lieu si sacré que des populations de tout le monde antique faisaient le voyage pour y enterrer leurs morts? Qu'est-ce qui rendait cette terre si spéciale, si sainte, qu'elle méritait d'être le lieu de repos final pour d'innombrables âmes? Et c'est là que les données génétiques de 2025 prennent tout leur sens. Car lorsque les chercheurs ont analysé l'ADN des individus enterrés dans les tumulus, ils s'attendaient à trouver une grande diversité génétique correspondant à des origines géographiques variées. Si les morts venaient de toute la région, leur ADN devrait refléter cette diversité. Au lieu de cela, ils ont trouvé une homogénéité génétique remarquable. La grande majorité des individus analysés partageaient les mêmes marqueurs génétiques distinctifs, le fameux haplogroupe U2EA1B et ses variantes associées. Ils n'étaient pas venus de partout. Ils appartenaient à une population spécifique, génétiquement distincte. Alors qui étaient ces gens? D'où venaient-ils vraiment? Et pourquoi leur terre était-elle considérée comme le paradis sur Terre par les civilisations environnantes? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner la deuxième catégorie de preuves, les données scientifiques et géologiques qui peignent un tableau très différent de celui des livres d'histoire. Mais avant de continuer, prends un moment pour respirer profondément. Laisse les informations que nous venons d'explorer s'installer dans ton esprit. Car ce qui suit va encore plus loin dans les profondeurs du mystère, là où les certitudes s'effritent et où les questions se multiplient comme des étoiles dans un ciel d'été. La science moderne possède des outils extraordinaires pour lire le passé de notre planète. Chaque couche de sédiments, chaque grain de pollen fossilisé, chaque isotope emprisonné dans les coquilles de mollusques anciens raconte une histoire. Et lorsque nous appliquons ces outils à la région du Golfe Persique, l'histoire qu'ils racontent contredit profondément le récit officiel de l'émergence des civilisations. Commençons par la géologie sous-marine. Au cours des 2 dernières décennies, plusieurs expéditions océanographiques ont cartographié le fond du Golfe Persique avec une précision sans précédent. Ces études, menées principalement par des équipes koweïtiennes, saoudiennes et britanniques, ont révélé un paysage sous-marin fascinant qui ressemble étrangement à une vallée fluviale terrestre. Sous les eaux turquoises du Golfe, on distingue clairement les traces d'anciens cours d'eau, de lacs asséchés, de dépressions qui auraient pu être des oasis, et même de ce qui semble être des formations artificielles régulières. Ces dernières sont officiellement attribuées à des phénomènes géologiques naturels. Mais leur régularité géométrique a suscité des questions persistantes parmi certains chercheurs. En 2018, une équipe de l'université de Birmingham, utilisant la technologie LIDAR sous-marine, a identifié une série de structures rectangulaires alignées sur une distance de plus de 40 km, à une profondeur moyenne de 25 mètres sous le niveau actuel de la mer. Ces structures, mesurant entre 50 et 200 mètres de côté, présentent dans des angles droits, presque parfaits, et une orientation cohérente nord-sud. L'explication officielle est qu'il s'agit de formations naturelles créées par l'érosion différentielle de couches sédimentaires de dureté variable. C'est une explication plausible. Les processus géologiques peuvent créer des formes surprenantes qui ressemblent à des constructions humaines. La nature est une sculptrice capricieuse. Mais ce qui est moins facile à expliquer, c'est pourquoi ces formations sont concentrées dans une zone spécifique du Golfe, précisément là où les modèles paléoclimatiques prédisent l'existence d'un ancien delta fluvial fertile. Si elles étaient le résultat de processus géologiques aléatoires, on s'attendrait à les trouver dispersées plus uniformément sur le fond marin. Et ce qui est encore moins facile à expliquer, c'est pourquoi l'accès à cette zone a été progressivement restreint aux équipes de recherche indépendantes depuis 2020.
Les permis de plongée scientifiques sont devenus pratiquement impossibles à obtenir. Et les données brutes des relevés LIDAR n'ont jamais été publiées intégralement. Je ne suggère pas qu'il existe une conspiration coordonnée pour cacher des preuves d'une civilisation engloutie. La réalité est généralement plus prosaïque. Les gouvernements de la région ont des préoccupations légitimes concernant la sécurité maritime, l'exploitation pétrolière et les tensions géopolitiques qui traversent le Golfe. Mais le résultat pratique est le même. Une zone archéologiquement prometteuse reste largement inexplorée, et les quelques données qui existent sont fragmentaires et difficiles d'accès. Passons maintenant aux preuves climatiques, qui sont peut-être encore plus révélatrices. L'analyse des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe d'Oman et dans les lacs anciens de la péninsule arabique a permis de reconstituer l'histoire climatique de la région avec une précision remarquable. Et cette histoire raconte un récit de transformation radicale. Entre environ 10 000 et 6 000 avant notre ère, la péninsule arabique était un endroit très différent de ce qu'elle est aujourd'hui. Les archives pauliniques montrent la présence abondante de végétation de type méditerranéen, incluant des chênes, des pistachiers et des prairies herbeuses. Les niveaux de précipitation étaient aux 4 à 5 fois supérieurs aux niveaux actuels. Des rivières permanentes coulaient là où aujourd'hui il n'y a que du sable. Cette période, connue sous le nom de période humide africaine ou de pluviale holocène, a transformé le Sahara en savane verdoyante et le désert arabique en un paysage de lacs et de forêts. C'était littéralement un monde différent. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour notre enquête, c'est la chronologie précise de cette transformation dans la région du Golfe Persique. Les données isotopiques extraites des coquilles de mollusques anciens trouvés dans les sédiments marins montrent que l'inondation finale du golfe Oasis s'est produite de manière relativement rapide, sur une période d'environ 500 ans entre 6300 et 5800 avant notre ère. Pendant cette période, le niveau de la mer a monté d'environ 40 mètres, engloutissant progressivement la vallée fertile, qui avait accueilli des populations humaines pendant des millénaires. 40 mètres en 500 ans. Cela peut sembler lent à l'échelle d'une vie humaine, mais c'est en réalité extraordinairement rapide à l'échelle géologique. Et pour les populations qui vivaient dans les zones basses de la vallée, c'était une catastrophe au ralenti. Une inondation progressive qui forçait des déplacements constants vers des terres plus élevées. Imagine ce que cela signifiait pour les communautés de l'époque. Génération après génération, les anciennes terres étaient avalées par les eaux. Les villages où tes parents avaient grandi disparaissaient sous les vagues. Les lieux sacrés, les tombes des ancêtres, les sites de mémoire collective, tout était englouti par une mer inexorable. N'est-ce pas exactement le type d'événement qui se transformerait en mythe? Un paradis perdu, une terre d'abondance engloutie par les eaux, un âge d'or révolu dont seuls les souvenirs et les descendants survivent. Et lorsque ces descendants se sont installés sur les îles et les côtes qui émergeaient à mesure que les eaux montaient, ne porteraient-ils pas avec eux un statut particulier? Ne seraient-ils pas considérés comme les gardiens d'une sagesse ancienne, les survivants d'un monde perdu, les enfants du paradis? C'est précisément ce que les textes sumériens semblent décrire lorsqu'ils parlent de Dilmun. Mais les preuves géologiques ne s'arrêtent pas là. En 2022, une étude publiée dans la revue Quaternary Science Reviews a analysé les sédiments prélevés dans plusieurs sites archéologiques de Bahreïn, cherchant à reconstituer l'histoire environnementale locale. Les chercheurs ont découvert quelque chose d'inattendu dans les couches les plus anciennes, datant d'environ 5000 avant notre ère. Ces couches contenaient des concentrations anormalement élevées de certains éléments traces, notamment le cuivre, l'étain et l'arsenic, dans des proportions qui ne correspondent pas au profil géochimique naturel de la région. Ces éléments sont caractéristiques des activités métallurgiques, de la fonte et du travail des métaux. La métallurgie à Bahreïn en 5000 avant notre ère. C'est environ 2000 ans avant la date officiellement reconnue pour les débuts de la métallurgie intensive dans la région. C'est contemporain des tout premiers balbutiements de la métallurgie en Mésopotamie et en Égypte, voire antérieurs. L'explication officielle proposée par les auteurs de l'étude est que ces anomalies géochimiques pourraient en résulter de processus naturels liés à l'activité des sources hydrothermales sous-marines, dont on sait qu'elles existaient dans la région à cette époque. C'est une explication possible.
les sources hydrothermales peuvent effectivement concentrer certains métaux dans les sédiments environnants. Mais les ratios spécifiques de cuivre, d'étain et d'arsenic trouvés dans ces couches correspondent remarquablement aux signatures typiques de la métallurgie du bronze arsenical, la forme la plus ancienne de fabrication du bronze connue. La coïncidence est troublante. Si des activités métallurgiques sophistiquées avaient lieu à Dilmun ou dans ses environs 2000 ans avant ce que nous croyons être les débuts de la métallurgie dans la région, cela remettrait en question tout notre modèle de développement technologique de l'âge du bronze. Cela suggérerait que la civilisation dilmunite n'était pas simplement une culture commerciale secondaire qui a bénéficié des innovations de ses voisins mésopotamiens, mais potentiellement une source d'innovation technologique en soi. Et cela rendrait encore plus significative l'anomalie génétique que nous avons discutée plus tôt. Une population génétiquement distincte, technologiquement avancée pour son époque, considérée comme sacrée par les civilisations environnantes. Le portrait qui émerge est celui d'une société véritablement exceptionnelle, pas d'un simple intermédiaire commercial. Mais attendons avant de tirer des conclusions hâtives. La science exige la prudence, et les anomalies géochimiques peuvent avoir de nombreuses explications. Ce qui est indéniable, cependant, c'est que les données scientifiques disponibles ne correspondent pas parfaitement au récit historique officiel. Il y a des écarts, des questions sans réponse, des mystères non résolus. Et c'est précisément dans ces écarts que se trouve la vérité, cachée dans l'ombre entre ce que nous savons et ce que nous croyons savoir. Permettez-moi maintenant d'aborder un autre aspect scientifique qui a fait l'objet de débats considérables parmi les chercheurs. La question de la longévité apparente des habitants de Dilmun. Les textes sumériens, lorsqu'ils parlent de Dilmun, font régulièrement référence à l'absence de maladie et de vieillesse dans cette terre bénie. Le mythe d'Enki et Ninursag décrit explicitement Dilmun comme un lieu où le vieillard ne dit pas « je suis un vieillard », où la vieille femme ne dit pas « je suis une vieille femme ». C'est le langage du mythe, bien sûr, une idéalisation poétique d'un lieu considéré comme paradisiaque. Mais les données ostéologiques, c'est-à-dire l'étude des ossements humains anciens, révèlent quelque chose d'intéressant. Une analyse de plus de 300 squelettes provenant des tumulus de Bahreïn, publiée en 2021 dans le Journal of Archaeological Science, a montré que la population dilmunite présentait des marqueurs de santé remarquablement bons par rapport aux populations contemporaines de Mésopotamie et de l'Indus. Les signes de stress nutritionnel, comme les lignes de Harris sur les os longs ou l'hypoplasie de l'émail dentaire, étaient significativement moins fréquents chez les dilmunites que chez leurs voisins. Les maladies infectieuses laissant des traces osseuses étaient également moins courantes. Et l'usure dentaire, un indicateur du régime alimentaire et de l'âge au décès, suggérait une durée de vie moyenne légèrement supérieure à celle des populations environnantes. Ces différences ne sont pas dramatiques. Nous ne parlons pas d'une population de centenaires, mais elles sont statistiquement significatives et cohérentes à travers les différentes périodes chronologiques analysées. Comment expliquer cette meilleure santé apparente ? Plusieurs facteurs pourraient jouer un rôle. Premièrement, l'environnement naturel de Bahreïn. L'île possède des sources d'eau douce naturelles alimentées par des aquifères sous-marins, une ressource rare et précieuse dans cette région aride. L'accès à une eau propre et abondante pourrait avoir réduit l'incidence des maladies hydriques qui décimaient les populations des grandes cités mésopotamiennes surpeuplées. Deuxièmement, le régime alimentaire. Les analyses isotopiques des ossements dilmunites montrent une alimentation diversifiée, riche en protéines marines et en fruits des palmiers dattiers, mais aussi en céréales et en légumineuses. Cette diversité nutritionnelle aurait pu conférer des avantages sanitaires significatifs. Troisièmement, et c'est ici que les choses deviennent spéculatives, la composition génétique distincte de la population dilmunite pourrait avoir inclus des variantes génétiques conférant une résistance accrue à certaines maladies ou une meilleure efficacité métabolique. Cette dernière hypothèse est hautement spéculative, mais elle n'est pas sans fondement. Nous savons que différentes populations humaines ont développé des adaptations génétiques à leurs environnements locaux. La tolérance au lactose chez les populations pastorales européennes et africaines, la résistance à la malaria chez certaines populations africaines, l'adaptation à l'altitude chez les Tibétains, tous ces traits montrent que l'évolution humaine peut produire des variations génétiques significatives
sur des échelles de temps relativement courtes. Si les ancêtres des Dilmunites avaient vécu en isolement relatif dans la vallée du golfe Oasis pendant des milliers d'années, ils auraient eu amplement le temps de développer des adaptations génétiques uniques à leur environnement. Et certaines de ces adaptations auraient pu persister chez leurs descendants même après la dispersion causée par l'inondation. Mais nous entrons ici dans le domaine de la spéculation informée plutôt que de la science établie. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que la population de Dilmun présentait des caractéristiques sanitaires distinctives qui la démarquaient de ses voisins, et que ces caractéristiques ont contribué à renforcer sa réputation mythique de terre où la maladie n'existait pas. Passons maintenant à un autre aspect scientifique fascinant de l'énigme dilmunite, la question des sources d'eau douce. Bahreïn doit son nom arabe, qui signifie « les deux mers », à un phénomène naturel extraordinaire. Des sources d'eau douce jaillissent du fond de la mer autour de l'île, créant des bulles d'eau pure au milieu des eaux salées du golfe. Ces sources sous-marines, alimentées par des aquifères qui s'étendent sous le désert arabique, ont fasciné les visiteurs depuis l'Antiquité. Pour les anciens, ce phénomène devait sembler véritablement miraculeux, de l'eau douce surgissant du fond de la mer salée, comme un don direct des dieux. Il n'est pas surprenant que Dilmun ait été associé au dieu Enki, le seigneur sumérien des eaux douces souterraines. Mais ce qui est sans moins connu, c'est que les études hydrogéologiques modernes ont révélé que ces aquifères sont bien plus anciens et bien plus vastes qu'on ne le croyait initialement. Une étude de 2019, utilisant des techniques de datation isotopique, a montré que l'eau de certaines couches profondes de l'aquifère de Bahreïn a été rechargée pour la dernière fois il y a environ 8000 ans, pendant la période humide qui a précédé l'inondation du Golfe. Cette eau est littéralement un vestige du monde perdu, un témoignage liquide d'une époque où la région recevait des précipitations abondantes et où des rivières coulaient là où il n'y a aujourd'hui que du sable. Et les volumes d'eau stockés dans ces aquifères anciens sont considérables. Les estimations suggèrent plusieurs centaines de kilomètres cubes d'eau douce emprisonnée sous les sables et sous le fond marin. Une ressource qui a permis à Dilmun de prospérer là où d'autres civilisations auraient succombé à la soif. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. L'étude de 2019 a également identifié des anomalies chimiques dans certaines couches de l'aquifère, des concentrations inhabituelles de certains oligo-éléments qui ne correspondent pas au profil géochimique naturel attendu. Parmi ces oligo-éléments, on trouve du lithium, du bore et du strontium dans des proportions qui suggèrent une interaction avec des matériaux traités plutôt qu'avec des roches naturelles. Les auteurs de l'étude ont prudemment attribué ces anomalies à des infiltrations modernes liées à l'activité pétrolière. Mais les couches concernées sont datées de plusieurs milliers d'années avant le début de l'exploitation pétrolière. Encore une fois, je ne suggère pas de conclusion extraordinaire. Il existe certainement des explications naturelles possibles pour ces anomalies, mais le pattern qui émerge, anomalie après anomalie, exception après exception, commence à dessiner un portrait de Dilmun, qui ne correspond pas à l'image d'une simple civilisation commerciale de l'âge du bronze. Quelque chose d'inhabituel s'est produit ici. Quelque chose que notre modèle historique standard ne capture pas adéquatement. Et c'est précisément pourquoi, je pense, la communauté scientifique maintient une distance prudente par rapport aux découvertes génétiques de 2023 et 2025. Non pas parce qu'il existe une conspiration pour cacher la vérité, mais parce que ces découvertes menacent de déstabiliser un édifice intellectuel soigneusement construit sur plus d'un siècle de recherche archéologique. Admettre que les habitants de Dilmun étaient génétiquement distincts de manière inexplicable, c'est ouvrir la porte à des questions inconfortables sur nos modèles de peuplement humain. Admettre que leur civilisation pourrait avoir des racines plus anciennes et plus sophistiquées que prévu, c'est remettre en question la primauté de la Mésopotamie comme berceau de la civilisation. Admettre que le golfe Persique cache peut-être les vestiges d'un monde englouti, c'est inviter des comparaisons avec l'Atlantide et d'autres récits considérés comme mythologiques. Les institutions académiques sont conservatrices par nature, et c'est généralement une bonne chose. Le scepticisme protège contre les fausses découvertes et les interprétations hâtives. Mais parfois, ce conservatisme devient un obstacle à la vérité, un voile qui empêche de voir ce qui est pourtant sous nos yeux. Et ce qui est sous nos yeux à Dilmun, c'est une énigme qui demande à être résolue. Maintenant,
Alors que nous approchons de la fin de cette section consacrée aux preuves scientifiques et géologiques, je voudrais prendre un moment pour synthétiser ce que nous avons appris. Les données géologiques nous montrent qu'un monde différent existait dans le golfe Persique avant l'inondation holocène. Un monde de vallées fertiles, de rivières permanentes et de végétation abondante. Un environnement idéal pour le développement d'une civilisation. Les données climatiques nous montrent que l'inondation de ce monde s'est produite de manière relativement rapide, forçant les populations locales à migrer vers des terres plus élevées, emportant avec elles leurs traditions, leur technologie et leur patrimoine génétique distinct. Les données géochimiques suggèrent la possibilité d'activités métallurgiques précoces dans la région, antérieures à ce que les modèles standards prédisent. Les données hydrogéologiques révèlent un système aquifère ancien et complexe qui a pu soutenir une civilisation florissante dans un environnement autrement hostile. Et les données ostéologiques montrent une population en meilleure santé que ses contemporains. Une population qui a peut-être mérité sa réputation mythique de habitant d'une terre sans maladie. Aucune de ces preuves n'est définitive en soi. Chacune pourrait avoir des explications alternatives, conformes au modèle historique standard. Mais ensemble, elles forment un faisceau d'indices qui pointent dans une direction cohérente. Dilmun n'était pas ce que nous croyons. Son histoire est plus ancienne, plus complexe et plus significative que les manuels d'histoire ne le suggèrent. La mathématique ne ment pas, même quand l'histoire le fait. Et les chiffres, les données, les mesures que nous avons examinées ce soir racontent une histoire différente de celle que nous avons apprise à l'école. Mais la science et la géologie ne sont pas les seules sources de connaissances sur le passé. Il existe une autre archive, une autre bibliothèque qui conserve les souvenirs des époques révolues. Cette archive, c'est la mémoire collective de l'humanité, codée dans les mythes, les légendes et les traditions orales qui ont traversé les millénaires. Et lorsque nous consultons cette archive concernant Dilmun, ce que nous trouvons est peut-être encore plus fascinant que ce que la science nous révèle. Car les anciens avaient quelque chose à nous dire sur Dilmun, quelque chose qu'ils ont jugé suffisamment important pour le graver dans l'argile, pour le transmettre de génération en génération, pour le préserver à travers les âges comme un message adressé à leurs descendants lointains. Et ce message, nous commençons seulement maintenant à le déchiffrer. Laisse cette pensée flotter dans ton esprit alors que nous nous préparons à explorer la troisième et dernière catégorie de preuves. L'évidence humaine et mythologique, la mémoire ancienne de Dilmun, telle que nos ancêtres l'ont préservée. La mémoire humaine est une chose étrange et merveilleuse. Elle peut sembler fragile, sujette aux déformations et aux oublis. Et pourtant, elle possède une résilience extraordinaire lorsqu'elle est encodée dans les récits collectifs d'un peuple. Les mythes ne sont pas simplement des histoires inventées pour divertir ou pour expliquer les phénomènes naturels incompris. Ils sont des capsules temporelles, des conteneurs d'informations qui traversent les siècles et les millénaires, préservant des fragments de vérité historique sous des couches de symbolisme et de métaphores. Et lorsque nous examinons ce que les anciens ont dit de Dilmun, nous découvrons un récit d'une richesse et d'une cohérence remarquables. Un récit qui, à la lumière des découvertes génétiques et géologiques récentes, prend une signification entièrement nouvelle. Commençons par les sources les plus anciennes. Les premières mentions écrites de Dilmun apparaissent dans des textes sumériens datant d'environ 2800 avant notre ère. Bien que ces textes fassent clairement référence à des traditions orales bien plus anciennes. Dans ces récits, Dilmun occupe une place absolument unique dans la cosmologie mésopotamienne. Pour les Sumériens, Dilmun n'était pas simplement une terre étrangère parmi d'autres. C'était la terre primordiale, le lieu où tout avait commencé, le berceau non seulement des dieux, mais de l'ordre cosmique lui-même. Dans le mythe de la création sumérienne, connu sous le nom d'Enki et Ninursag, Dilmun est décrite avec une précision poétique qui mérite d'être citée en détail. Le texte nous dit que dans Dilmun, le corbeau ne pousse pas son cri. L'oiseau de mort ne pousse pas le cri de l'oiseau de mort. Le lion ne tue pas. Le loup ne s'empare pas de l'agneau. Inconnu est le chien sauvage dévoreur de chevreaux. Inconnu est le porc dévoreur de grains. Cette description d'un monde sans prédation, sans mort violente, sans les cruautés de la nature sauvage, ressemble étrangement aux descriptions du jardin d'Éden dans la tradition biblique ultérieure. Et ce n'est pas une coïncidence.
Les spécialistes des religions anciennes reconnaissent depuis longtemps que le récit biblique du Jardin d'Éden puise ses racines dans des traditions mésopotamiennes plus anciennes. Les fleuves qui irriguent le jardin, l'arbre de vie, le serpent tentateur, tous ces éléments ont des parallèles dans la mythologie sumérienne. Mais ce qui est moins souvent discuté, c'est que ces traditions mésopotamiennes identifient explicitement Dilmun comme le modèle terrestre du paradis. Le Jardin d'Éden n'était pas une invention hébraïque. C'était une adaptation d'un lieu réel que les Sumériens connaissaient et avec lequel ils commerçaient régulièrement. Un lieu réel, habité par une population génétiquement distincte, considérée comme bénie des dieux. Le mythe continue en décrivant comment le dieu Enki, seigneur des eaux souterraines et de la sagesse, a choisi Dilmun comme sa résidence terrestre. C'est là qu'il a créé les sources d'eau douce qui jaillissent encore aujourd'hui du fond de la mer autour de Bahreïn. C'est là qu'il a établi les arts de la civilisation avant de les transmettre aux Sumériens. Cette notion d'un transfert de civilisation de Dilmun vers la Mésopotamie est récurrente dans les textes anciens, et elle prend une signification particulière à la lumière des données génétiques. Car vois-tu, les Sumériens eux-mêmes se considéraient comme des immigrants dans la plaine mésopotamienne. Leurs textes font référence à une terre d'origine située au sud-est, au-delà des mers, d'où leurs ancêtres seraient devenus apportant les arts de la civilisation. Et cette terre d'origine, dans de nombreux contextes, est identifiée à Dilmun, ou à une région associée à Dilmun. Si les ancêtres des Sumériens comprenaient des réfugiés de la vallée du golfe Oasis, des survivants de l'inondation qui ont migré vers le nord à mesure que les eaux montaient, cela expliquerait cette mémoire d'une origine méridionale et maritime. Cela expliquerait pourquoi les Sumériens semblent apparaître soudainement dans la plaine mésopotamienne vers 4500 avant notre ère, avec une civilisation déjà développée, sans les étapes de développement progressif qu'on observe normalement. Et cela expliquerait pourquoi Dilmun était considérée comme la mère de la civilisation plutôt que comme sa fille. Mais le mythe d'Enki et Ninursag n'est pas le seul texte à nous parler de Dilmun. Il y a aussi l'épopée de Gilgamesh, l'un des plus anciens récits littéraires de l'humanité, qui contient des références fascinantes à cette terre mystérieuse. Dans l'épopée, le héros Gilgamesh, roi d'Uruk, entreprend un voyage périlleux pour trouver Utnapishtim, le seul mortel à avoir obtenu l'immortalité des dieux. Utnapishtim, que certains chercheurs identifient au Noé biblique, vit dans un lieu lointain situé au-delà des eaux de la mort. Un lieu où le temps ne s'écoule pas comme dans le monde des mortels. Ce lieu, dans les versions les plus anciennes du mythe, est associé à Dilmun, ou à une région proche de Dilmun. Lorsque Gilgamesh atteint finalement Utnapishtim, celui-ci lui raconte l'histoire du déluge, un cataclysme envoyé par les dieux pour détruire l'humanité, auquel seul Utnapishtim et sa famille ont survécu grâce à un bateau construit sur les instructions divines. Cette histoire du déluge, présente dans presque toutes les cultures anciennes du Moyen-Orient, pourrait-elle être le souvenir déformé de l'inondation réelle du golfe Oasis? L'échelle ne correspond pas parfaitement, bien sûr. L'inondation holocène du golfe Persique n'était pas un événement mondial, mais régional. Mais pour les populations qui y vivaient, la différence était académique. Leur monde entier était englouti. Et les survivants, ceux qui ont atteint les terres plus élevées de Dilmun et des régions environnantes, n'étaient-ils pas les Utnapishtim de leur temps? Les élus qui avaient échappé à la catastrophe, les dépositaires de la mémoire d'un monde perdu, les ancêtres d'une lignée considérée comme bénie. Voici ce que nous dit la mythologie. Elle nous dit qu'il y avait un paradis réel, situé quelque part dans la région du golfe Persique. Elle nous dit que ce paradis a été le berceau de la civilisation, le lieu d'où la sagesse et les arts ont été transmis au peuple de Mésopotamie. Elle nous dit qu'une catastrophe aquatique a frappé la région à une époque reculée. Et elle nous dit que les habitants de Dilmun étaient considérés comme fondamentalement différents des autres peuples, plus proches des dieux, exempts des maux qui affligeraient le reste de l'humanité. À la lumière des découvertes génétiques de 2023 et 2025, ces récits mythologiques cessent de ressembler à des fantaisies primitives et commencent à ressembler à des témoignages historiques codés. Mais les parallèles ne s'arrêtent pas là.
L'une des découvertes les plus intrigantes des analyses génétiques récentes concerne les haplogroupes du chromosome Y, c'est-à-dire les lignées génétiques transmises par les pères. Alors que les haplogroupes mitochondriaux transmis par les mères montraient l'anomalie U2E1A1B dont nous avons parlé, les haplogroupes du chromosome Y présentaient un schéma différent mais tout aussi intéressant. Une proportion significative des hommes d'Ilmunite appartenait à l'haplogroupe J1, qui est aujourd'hui l'un des haplogroupes les plus répandus au Moyen-Orient. Mais les variantes spécifiques de J1 trouvées chez les Dilmunites sont parmi les plus anciennes connues, situées près de la racine de l'arbre généalogique de cet haplogroupe. En termes simples, cela signifie que les Dilmunites n'étaient pas simplement des porteurs parmi d'autres de cette lignée paternelle. Ils étaient parmi ses représentants les plus anciens, suggérant que Dilmun, ou sa région d'origine, pourrait avoir été le lieu de diversification initiale de l'haplogroupe J1. Et pourquoi est-ce significatif ? Parce que l'haplogroupe J1 est aujourd'hui l'haplogroupe dominant parmi les populations sémitiques du Moyen-Orient, incluant les Arabes, les Juifs et de nombreux autres groupes. Si les Dilmunites représentent une population ancestrale située près de la racine de cette lignée, alors ils pourraient être, littéralement, les ancêtres génétiques d'une large part de la population actuelle du Moyen-Orient. Les enfants du paradis, dispersés à travers la région, portant dans leurs gènes l'héritage d'une terre perdue. Cette idée peut sembler grandiose, peut-être excessivement romantique, mais elle est cohérente avec les données génétiques disponibles et elle offre une explication au statut mythologique extraordinaire de Dilmun dans les traditions anciennes. Si les Dilmunites étaient effectivement les ancêtres d'une proportion significative des peuples mésopotamiens et arabes, alors la mémoire de leur terre d'origine aurait naturellement été préservée et vénérée. Dilmun n'aurait pas été mythifiée arbitrairement. Elle aurait été célébrée parce qu'elle était le berceau d'une grande partie de la population régionale. Mais passons maintenant à un autre aspect de la mémoire mythologique de Dilmun. Un aspect qui nous ramène directement aux questions génétiques qui sont au cœur de notre exploration. Les textes sumériens font régulièrement référence à des êtres appelés les Apkallu, les sages antédiluviens qui ont apporté les arts de la civilisation aux humains. Ces êtres, parfois représentés comme des hommes-poissons ou des hommes revêtus de peau de poisson, auraient émergé des eaux pour enseigner aux Sumériens l'écriture, l'agriculture, l'architecture et toutes les autres disciplines nécessaires à la vie civilisée. L'interprétation traditionnelle de ces figures est qu'elles représentent des prêtres ou des chamans vêtus de costumes rituels évoquant le poisson. C'est une interprétation raisonnable. Les vêtements rituels imitant des animaux sont communs dans de nombreuses cultures. Mais il y a une autre interprétation possible. Une interprétation qui prend sens à la lumière de ce que nous savons maintenant sur l'inondation du golfe Oasis. Imagine des réfugiés arrivant par bateau depuis une terre engloutie, apportant avec eux des connaissances et des technologies plus avancées que celles des populations locales qu'ils rencontraient. Pour les habitants de la plaine mésopotamienne, encore relativement primitifs à cette époque, ces étrangers venus de la mer, possédant des compétences apparemment miraculeuses, auraient pu sembler littéralement surhumains. Les hommes-poissons, les sages venus des eaux, ne seraient-ils pas simplement les survivants de l'inondation ? Les réfugiés du golfe Oasis, dont les compétences civilisationnelles semblaient magiques aux yeux de leurs hôtes. Et si ces réfugiés appartenaient à une population génétiquement distincte, physiquement reconnaissable par certains traits, leurs différences auraient été encore plus marquantes. Ils auraient été perçus non seulement comme des étrangers, mais comme une espèce à part, des êtres intermédiaires entre les humains ordinaires et les dieux. Les textes sumériens décrivent les Apkallu comme ayant été créés par le dieu Enki dans l'océan primordial avant d'être envoyés vers l'humanité. Ils étaient 7 à l'origine, et chacun était associé à l'un des 7 rois antédiluviens qui ont régné avant le déluge. 7 Apkallu, 7 rois antédiluviens, et une population génétiquement distincte dont les origines remontent à une époque antérieure à l'inondation du Golfe. La coïncidence est troublante, mais il y a plus. Les textes mentionnent également que les Apkallu ont transmis aux humains non seulement des connaissances pratiques, mais aussi des secrets concernant la nature des dieux, les mystères du ciel et de la terre, et les moyens d'atteindre la sagesse divine.
Cette transmission de connaissances ésotériques était considérée comme l'un des dons les plus précieux des Apkallu à l'humanité. Or, parmi les marqueurs génétiques distinctifs trouvés chez les Dilmunites, certains sont associés dans les populations modernes à des capacités cognitives spécifiques. Je dois être prudent ici, car la génétique comportementale est un domaine controversé et sujet aux interprétations abusives. Mais plusieurs des variantes génétiques identifiées chez les Dilmunites sont connues pour être associées à des différences subtiles dans le fonctionnement neurologique. Je ne suggère pas que les Dilmunites étaient génétiquement supérieurs ou plus intelligents que les autres populations. Ce serait une conclusion non scientifique et dangereuse. Ce que je suggère, c'est que leur profil génétique distinct pourrait avoir inclus des traits qui les ont différenciés cognitivement de leurs voisins. Pas nécessairement en termes de capacité brute, mais peut-être en termes de style cognitif ou de prédisposition particulière. Si par exemple, les Dilmunites avaient une prédisposition génétique légèrement supérieure pour certains types de mémoire ou pour certaines formes de pensée abstraites, cela pourrait expliquer leur réputation de sages et de porteurs de connaissances sans nécessité d'hypothèses extraordinaires. Mais nous entrons ici dans le domaine de la spéculation pure, et je préfère me concentrer sur ce que nous pouvons établir avec plus de certitude. Ce que nous pouvons établir, c'est que les traditions mythologiques du Moyen-Orient ancien présentent un récit cohérent concernant Dilmun et ses habitants. Un récit de paradis terrestre, de sagesse ancestrale, de survie au déluge et de transmission de la civilisation. Et ce récit, loin d'être une fantaisie isolée, se retrouve sous différentes formes dans de nombreuses cultures de la région. Les Akkadiens, successeurs des Sumériens, ont préservé et embelli ces traditions. Les Babyloniens les ont intégrées dans leur propre mythologie. Les Assyriens ont continué à vénérer Dilmun comme une terre sacrée. Et lorsque les traditions hébraïques ont pris forme, elles ont incorporé des éléments clairement dérivés de ce même substrat mythologique dilmunite. Le Jardin d'Éden, avec ses 4 fleuves, son arbre de vie et son serpent tentateur, est un écho direct des récits sumériens sur Dilmun. La figure de Noé survivant au déluge dans une arche est un reflet d'Utnapishtim et de son refuge dans les terres de Dilmun. La notion d'un âge d'or révolu, d'un temps où les humains vivaient plus longtemps et étaient plus proches des dieux, se retrouve dans les 2 traditions. Et maintenant, avec les découvertes génétiques récentes, nous commençons à entrevoir la possibilité que ces mythes ne soient pas simplement des histoires, mais des souvenirs. Des souvenirs déformés par le temps et l'embellissement poétique, certes, mais des souvenirs néanmoins d'événements réels et de populations réelles. Peut-être que les Sumériens ne racontaient pas des fables quand ils parlaient de Dilmun. Peut-être qu'ils transmettaient, de la seule manière qu'ils connaissaient, l'histoire de leurs propres origines. Et peut-être que cette histoire mérite d'être entendue non comme un mythe, mais comme un témoignage. Permettez-moi maintenant de faire une pause et de rassembler les fils de notre exploration. Nous avons examiné 3 catégories de preuves concernant le mystère de Dilmun. Premièrement, les preuves physiques et archéologiques. Les tumulus funéraires innombrables, témoignant d'une population dont l'importance dépasse les estimations démographiques standards. Les structures sous-marines du golfe Persique, dont la nature reste à déterminer, mais dont l'existence soulève des questions. L'apparition apparemment soudaine d'une civilisation sophistiquée dans une région que les modèles standards décrivent comme périphérique. Deuxièmement, les preuves scientifiques et géologiques. L'inondation documentée du golfe Oasis entre 6300 et 5008 avant notre ère, créant les conditions pour un déplacement massif de population. Les anomalies géochimiques suggérant des activités métallurgiques précoces. Les aquifères anciens, dont les eaux remontent à une époque où la région était verdoyante et fertile. Les données ostéologiques montrant une population en meilleure santé que ses contemporains. Troisièmement, les preuves humaines et mythologiques. Les récits sumériens décrivant Dilmun comme le paradis terrestre et le berceau de la civilisation. Les parallèles avec le Jardin d'Éden biblique. L'histoire du déluge et de ses survivants. La tradition des Apkallu. Les sages venus des eaux qui ont apporté la connaissance à l'humanité. Et traversant ces 3 catégories comme un fil conducteur, les découvertes génétiques de 2023 et 2025. Une population génétiquement distincte,
portant des marqueurs qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, apparaissant dans les couches les plus anciennes avec une pureté qui se dilue progressivement au fil du temps. Lorsque nous superposons ces différentes couches de preuves, une image commence à émerger. Une image qui ne correspond pas au récit historique officiel, mais qui possède sa propre cohérence interne. Cette image nous montre une civilisation perdue, développée dans la vallée fertile du golfe Oasis pendant les millénaires qui ont précédé l'inondation holocène. Une civilisation dont les réfugiés ont trouvé abri sur les îles et les côtes de ce qui deviendrait Dilmun. Une civilisation dont les descendants ont été vénérés comme des sages et des quasi-divinités par les peuples qu'ils ont rencontrés. Une civilisation dont le souvenir a été préservé dans les mythes les plus anciens de l'humanité. Et une civilisation dont les gènes continuent peut-être à circuler dans les veines de millions de personnes vivant aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est une histoire extraordinaire. Une histoire qui, si elle s'avère vraie, réécrirait des chapitres entiers de notre compréhension du passé humain. Et c'est précisément pourquoi, je pense, elle rencontre une telle résistance dans les cercles académiques. Car admettre cette possibilité, c'est admettre que nos modèles sont incomplets. C'est admettre que les anciens en savaient peut-être plus que nous ne le pensions. C'est admettre que sous les vagues du golfe Persique pourraient se trouver les réponses à des questions que nous n'avons même pas encore pensé à poser. Et pour une communauté scientifique investie dans le paradigme actuel, ces admissions sont difficiles à faire. Mais la vérité, comme l'eau, finit toujours par trouver son chemin. Les preuves s'accumulent, les anomalies se multiplient, et tôt ou tard, le barrage cède. Peut-être que nous vivons ce moment. Peut-être que les découvertes génétiques de ces dernières années ne sont que les premières fissures dans un édifice qui va s'effondrer pour révéler une histoire bien plus vaste et bien plus ancienne que celle que nous connaissons. Ou peut-être que je me trompe. Peut-être que les anomalies que nous avons examinées trouveront des explications conformes aux modèles existants. Peut-être que les marqueurs génétiques distinctifs des Dilmunites s'avéreront être le résultat de processus migratoires que nous n'avons pas encore identifiés, mais qui ne remettent pas en question les fondements de l'archéologie conventionnelle. C'est la beauté de la recherche de la vérité. Elle n'offre pas de certitude, seulement des probabilités et des possibilités. Elle nous invite non pas à croire, mais à questionner, à explorer, à garder l'esprit ouvert tout en maintenant une exigence rigoureuse de preuve. Et c'est dans cet esprit que je te propose maintenant de plonger dans la dernière partie de notre exploration, la synthèse spéculative, où nous rassemblerons tous les éléments que nous avons examinés pour former une image cohérente, aussi provisoire et sujette à révision soit-elle. Car les pièces du puzzle sont sur la table. Il est temps maintenant de les assembler et de voir quel portrait elles dessinent. Nous voici arrivés au moment de la synthèse, ce point culminant de notre voyage, où les fragments épars doivent s'assembler pour former un tout cohérent. Ferme les yeux un instant si tu le souhaites. Laisse les images et les idées que nous avons explorées ensemble flotter librement dans ton esprit. Les tumulus innombrables de Bahreïn. Les eaux turquoises du golfe recouvrant une vallée perdue. Les séquences d'ADN qui ne correspondent à rien de connu. Les tablettes cunéiformes parlant d'un paradis terrestre. Les sages venus des eaux pour apporter la civilisation. Tous ces éléments, aussi disparates qu'ils puissent sembler, convergent vers une même conclusion inévitable. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans la région du golfe Persique il y a des milliers d'années. Quelque chose que notre histoire officielle n'a pas su capturer ou n'a pas voulu voir. Reprenons les faits un par un. Nous avons une population génétiquement distincte, identifiée par les analyses d'ADN anciens réalisées entre 2023 et 2025. Cette population porte des marqueurs génétiques, notamment l'aplogroupe mitochondrial U2EAA1B, qui n'apparaissent nulle part ailleurs dans les bases de données génétiques mondiales. Ces marqueurs sont plus concentrés dans les couches archéologiques les plus anciennes et se diluent progressivement au fil du temps, suggérant une population originellement isolée qui s'est mélangée avec les groupes environnants. Nous avons des preuves géologiques et climatiques d'un monde perdu sous les eaux du golfe Persique. La vallée du golfe Oasis, fertile et verdoyante pendant la dernière période glaciaire, a été progressivement inondée entre 6300 et 5800 avant notre ère. Cette inondation aurait forcé les populations locales à migrer vers les terres plus élevées,
emportant avec elles leur patrimoine génétique, culturel et technologique. Nous avons des anomalies archéologiques inexpliquées. Les 200 000 tumulus de Bahreïn, les structures rectangulaires détectées au fond du Golfe, les signatures géochimiques suggérant une métallurgie précoce, l'apparition apparemment soudaine d'une civilisation sophistiquée sans les étapes de développement progressif habituelles. Et nous avons les témoignages mythologiques de multiples cultures anciennes, décrivant Dilmun comme le paradis terrestre, le berceau de la civilisation, la demeure des sages antédiluviens, le lieu où la mort et la maladie n'avaient pas de prise. Si nous connectons ces points, une image cohérente émerge. Avant l'inondation du golfe Oasis, une population génétiquement distincte a développé une civilisation dans cette vallée fertile. Cette civilisation, bénéficiant d'un environnement exceptionnellement favorable, a peut-être atteint un niveau de développement supérieur à ce que les modèles standards prédisent pour cette période. L'inondation progressive a forcé cette population à migrer et ses survivants se sont installés principalement dans la région de Dilmun, sur les îles et les côtes qui émergeaient des eaux montantes. Ces réfugiés, porteurs de connaissances et de technologies avancées pour leur époque, ont été accueillis par les populations locales comme des êtres quasi divins. Leur différence génétique, peut-être visible dans certains traits physiques, a renforcé leur statut d'étrangers extraordinaires. Au fil du temps, leurs descendants se sont mélangés avec les populations environnantes, diluant leurs marqueurs génétiques distinctifs tout en transmettant leur héritage culturel et technologique. Les Sumériens, qui ont émergé dans la plaine mésopotamienne quelques siècles plus tard, pourraient avoir inclus parmi leurs ancêtres des descendants de ces réfugiés dilmunites. Cela expliquerait leur vénération particulière pour Dilmun, qu'ils considéraient comme leur terre d'origine sacrée. Et cela expliquerait pourquoi leur civilisation semble apparaître pleinement formée, sans les étapes de développement primitif qu'on observe normalement. Le souvenir de la vallée engloutie, transmis de génération en génération, s'est progressivement transformé en mythe. Le paradis terrestre est devenu le jardin d'Éden. L'inondation du golfe Oasis est devenue le déluge universel. Les réfugiés porteurs de sagesse sont devenus les Apkallu, les sages hommes-poissons envoyés par les dieux pour civiliser l'humanité. Voilà l'image qui se forme lorsque nous assemblons les pièces du puzzle. Est-ce la vérité absolue ? Non, bien sûr. C'est une hypothèse, une reconstruction spéculative basée sur les données disponibles. Chaque élément de cette reconstruction pourrait avoir des explications alternatives et de futures découvertes pourraient confirmer ou infirmer cette théorie. Mais c'est une hypothèse cohérente. Elle explique les anomalies génétiques, les données géologiques, les mystères archéologiques et les traditions mythologiques de manière unifiée. Elle ne nécessite pas d'hypothèses extraordinaires comme des interventions extraterrestres ou des technologies impossibles. Elle se contente de suggérer que notre chronologie et notre géographie de l'émergence des civilisations sont incomplètes. Et pourtant, cette hypothèse rencontre une résistance remarquable dans les cercles académiques. Les études génétiques de 2023 et 2025 n'ont pas fait la une des journaux scientifiques. Elles n'ont pas été reprises par les médias grand public. Elles n'ont pas suscité de débats enflammés dans les conférences internationales. Au contraire, elles semblent avoir été accueillies par un silence poli, une indifférence professionnelle qui confine à l'évitement délibéré. Pourquoi ce silence ? Je crois que la réponse réside dans la nature même de l'institution académique. La science fonctionne par paradigmes, des cadres conceptuels partagés qui guident la recherche et l'interprétation des données. Le paradigme actuel concernant l'émergence des civilisations est centré sur la Mésopotamie, l'Égypte et la vallée de l'Indus, comme foyer primaire d'innovation. Dans ce paradigme, Dilmun est une civilisation secondaire, un intermédiaire commercial, pas une source de civilisation en soi. Admettre que Dilmun pourrait être plus ancienne et plus significative que prévu, que ses habitants pourraient être les ancêtres génétiques des Sumériens, que la vraie source de la civilisation mésopotamienne pourrait se trouver sous les eaux du golfe Persique, c'est menacer ce paradigme établi. Et les paradigmes ne s'effondrent pas facilement, ils sont défendus par des carrières construites sur leur validité, par des institutions investies dans leur perpétuation, par des manuels qu'il faudrait réécrire et des cours qu'il faudrait repenser. Cela ne signifie pas qu'il existe une conspiration délibérée
pour supprimer la vérité. Les conspirations sont rares. Ce qui est commun, c'est l'inertie institutionnelle, la tendance naturelle des systèmes établis à résister au changement, à minimiser les anomalies, à favoriser les interprétations qui confirment plutôt que celles qui défient. Les chercheurs qui ont publié les études génétiques de 2023 et 2025 ont formulé leurs conclusions de manière prudente, évitant les implications les plus radicales de leurs découvertes. C'est une stratégie de survie académique. Des conclusions trop audacieuses attirent les critiques, menacent les financements, compromettent les carrières. Le résultat est que les données les plus intéressantes sont publiées dans des revues de second rang, formulées dans un langage qui minimise leur portée, et rapidement oubliées par une communauté scientifique qui préfère ne pas regarder trop attentivement dans cette direction. Mais la vérité a une manière de persister malgré les efforts pour l'ignorer. De nouvelles expéditions sont en préparation pour explorer le fond du golfe Persique. De nouvelles analyses génétiques sont en cours sur des échantillons prélevés dans des sites archéologiques de toute la région. De nouvelles techniques de datation et d'analyse permettent d'extraire des informations de vestiges autrefois considérés comme inexploitables. Tôt ou tard, la masse des preuves atteindra un point de basculement. Et lorsque ce point sera atteint, le paradigme actuel devra s'adapter ou s'effondrer. Je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour voir cette révolution de notre compréhension du passé, mais je suis convaincu qu'elle viendra. Les questions que nous avons soulevées ce soir ne disparaîtront pas simplement parce qu'elles sont inconfortables. Mais permettez-moi maintenant de poser une question encore plus profonde, une question qui transcende les détails archéologiques et génétiques pour toucher à quelque chose de fondamental concernant notre nature en tant qu'êtres humains. Si Dilmun représente vraiment le souvenir d'une civilisation perdue, engloutie par les eaux montantes à l'aube de l'histoire connue, qu'est-ce que cela nous dit sur nous-mêmes ? Nous aimons nous considérer comme le sommet de l'évolution humaine, le point culminant d'un progrès inexorable vers toujours plus de complexité, de technologie et de conscience. Nous regardons nos ancêtres comme des primitifs chanceux qui ont réussi à survivre suffisamment longtemps pour nous donner naissance. Mais que se passe-t-il si cette vision est fondamentalement erronée ? Que se passe-t-il si l'histoire humaine n'est pas une ligne droite montante, mais une série de cycles, de montées et de chutes, de civilisations qui s'élèvent et s'effondrent, laissant seulement des fragments de leur passage. L'inondation du golfe Oasis n'était pas un événement unique. Le niveau des océans a monté et descendu de nombreuses fois au cours de l'histoire de la Terre, en fonction des cycles glaciaires. Les côtes que nous connaissons aujourd'hui sont des accidents de la géographie climatique actuelle, pas des constantes immuables. Et si d'autres vallées fertiles, d'autres refuges civilisationnels ont été engloutis avant celui du golfe Persique? Et si l'histoire connue, celle qui commence avec Sumer et l'Égypte, n'est que le dernier chapitre d'une saga beaucoup plus longue, dont les chapitres précédents dorment sous les océans du monde? C'est une pensée vertigineuse. Elle remet en question notre place dans le temps, notre unicité, notre confiance en notre propre importance cosmique. Mais c'est aussi une pensée libératrice. Car si nos ancêtres ont réussi à préserver leur sagesse à travers des cataclysmes qui ont englouti leur monde, peut-être pouvons-nous faire de même. Peut-être que la résilience est inscrite dans notre patrimoine génétique, un héritage de tous ceux qui ont survécu aux catastrophes du passé pour nous transmettre la vie. Les Dilmunites, si notre hypothèse est correcte, ont vu leur monde disparaître sous les eaux. Ils ont dû abandonner leurs villes, leurs temples, les tombes de leurs ancêtres. Ils ont dû tout reconstruire sur des terres nouvelles, préservant ce qu'ils pouvaient de leur culture et de leurs connaissances. Et ils ont réussi. Si bien réussi que leur souvenir a traversé les millénaires, encodé dans les mythes que nous déchiffrons encore aujourd'hui. N'est-ce pas une source d'espoir pour nous, confrontés à nos propres défis civilisationnels, le changement climatique, la montée des océans, les perturbations écologiques? Tout cela peut sembler accablant quand on les contemple. Mais nos ancêtres ont traversé des épreuves similaires et en sont sortis non seulement vivants, mais capables de fonder de nouvelles civilisations. Peut-être que les secrets génétiques de Dilmun ne concernent pas seulement notre passé. Peut-être qu'ils concernent aussi notre futur. Car lorsque nous regardons ces anciens qui ont survécu à l'inondation de leur monde, nous ne voyons pas des victimes passives du destin. Nous voyons des bâtisseurs, des innovateurs,
des transmetteurs de connaissances. Nous voyons des êtres humains qui ont refusé de disparaître, qui ont transformé la catastrophe en opportunité, qui ont fait de leur exil le commencement d'une nouvelle ère, et leur sang coule peut-être dans nos veines. Leur détermination est peut-être inscrite dans nos gènes. Leur héritage est peut-être notre héritage. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Non pas des certitudes, mais des possibilités. Non pas des réponses définitives, mais des questions qui méritent d'être posées. Non pas une vérité absolue, mais une invitation à regarder le monde avec des yeux neufs, à remettre en question ce que tu crois savoir, à rester ouvert à l'idée que l'histoire est plus vaste et plus mystérieuse que les manuels scolaires ne le suggèrent. Les secrets génétiques de Dilmun ne sont pas vraiment des secrets. Ils sont là, dans les publications scientifiques, accessibles à quiconque prend la peine de les chercher. Ce qui manque, c'est l'attention, la volonté de regarder, le courage de suivre les implications là où elles mènent. Et peut-être que ce dont nous avons le plus besoin n'est pas plus de données, mais plus de curiosité. Plus de cette qualité qui pousse les enfants à demander pourquoi encore et encore, jusqu'à atteindre les questions auxquelles personne ne peut répondre avec certitude. Car ce sont ces questions, les questions sans réponse facile, qui ouvrent les portes vers de nouvelles compréhensions. Dilmun était-elle vraiment le paradis terrestre dont parlent les mythes anciens? Les eaux du golfe Persique cachent-elles les vestiges d'une civilisation oubliée? Les Dilmunites étaient-ils vraiment les ancêtres des Sumériens, les sages antédiluviens dont les légendes préservent le souvenir? Et si oui, que nous enseigne leur histoire sur notre propre condition? Je n'ai pas de réponse définitive à ces questions. Personne n'en a, pas encore. Mais j'ai la conviction que ces questions valent la peine d'être posées, que le silence de la communauté scientifique face aux anomalies que nous avons explorées ce soir n'est pas le dernier mot. La vérité finit toujours par émerger. Comme les sources d'eau douce qui jaillissent du fond de la mer autour de Bahreïn, elle trouve son chemin à travers les couches d'oubli et de déni pour atteindre la surface. Peut-être que ce moment approche. Peut-être que les découvertes génétiques de ces dernières années ne sont que les premières gouttes d'un torrent de révélations à venir. Peut-être que, dans quelques décennies, les manuels d'histoire raconteront une histoire très différente de celle que nous avons apprise. Une histoire où Dilmun occupe la place centrale qu'elle mérite. Ou peut-être que les choses continueront comme avant, les anomalies étant expliquées, les questions étant oubliées, le paradigme étant préservé intact. L'histoire de la science est pleine de révolutions qui n'ont jamais eu lieu, de découvertes prometteuses qui se sont avérées des impasses. Ce que je sais, c'est que la recherche de la vérité ne s'arrête jamais, même quand les réponses restent insaisissables. C'est le voyage qui compte, pas la destination. C'est la curiosité qui nous définit, pas les certitudes que nous accumulons. Et ce soir, j'espère avoir allumé une étincelle de cette curiosité en toi. Une étincelle qui te poussera peut-être à creuser plus profondément, à chercher par toi-même, à ne pas te contenter des versions officielles quand ton intuition te dit qu'il y a plus à découvrir. Car Dilmun n'est qu'un exemple parmi d'autres. Partout sur cette planète, des mystères attendent d'être résolus, des anomalies attendent d'être expliquées, des questions attendent d'être posées. Et chacun de nous peut contribuer à cette quête, simplement en gardant l'esprit ouvert et en refusant de croire que tout a déjà été découvert. Le passé n'est pas mort. Il vit en nous, dans nos gènes, dans nos mythes, dans les structures mêmes de nos pensées. Et plus nous le comprenons, plus nous nous comprenons nous-mêmes. Voilà le véritable secret de Dilmun. Non pas une conspiration cachée ou une vérité supprimée, mais une invitation à regarder plus profondément, à questionner plus courageusement, à embrasser le mystère plutôt que de le fuir. Et sur ces mots, je te laisse avec une dernière pensée pour la nuit. Quelque part sous les eaux turquoises du golfe Persique, les vestiges d'un monde oublié dorment peut-être depuis des millénaires. Des murs qui ont abrité des familles, des temples qui ont accueilli des prières, des tombes qui ont reçu les corps de ceux qui nous ont précédés. Ce monde a été englouti, mais il n'a pas été effacé. Ses habitants ont survécu, ont transmis leur héritage, ont contribué à notre lignée, et une partie de ce monde vit peut-être encore en nous, inscrite dans l'hélice de notre ADN, attendant d'être reconnue.
La prochaine fois que tu regarderas le coucher du soleil sur la mer, pense à ceux qui, il y a des millénaires, ont regardé les mêmes eaux monter lentement pour engloutir leur maison. Pense à leur courage, à leur persévérance, à leur détermination à survivre et à transmettre ce qu'ils savaient. Et pense que leur histoire n'est peut-être pas si différente de la nôtre. Nous sommes tous des enfants du paradis perdu, cherchant notre chemin dans un monde qui change constamment. Et peut-être que la sagesse que nous cherchons n'est pas quelque part devant nous, dans un futur technologique brillant, mais quelque part derrière nous, dans les profondeurs oubliées de notre propre histoire. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi ce soir. Si ces réflexions ont résonné en toi, si tu as ressenti cette étincelle de curiosité que je mentionnais, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune de nos explorations futures. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les mystères de notre passé, cherchant des réponses que les sources conventionnelles ne fournissent pas. Et si tu as des questions, des réflexions, des informations à partager, laisse un commentaire. Cette chaîne est une communauté de chercheurs, pas un monologue. Tes contributions enrichissent notre quête collective. Maintenant, laisse ton esprit se détendre. Laisse les images et les idées de cette exploration dériver librement, s'entremêler avec tes propres pensées, peut-être nourrir tes rêves de cette nuit. Car les mystères que nous avons explorés ne s'arrêtent pas quand la vidéo se termine. Ils continuent à vivre en nous, à travailler dans notre subconscient, à germer lentement comme des graines plantées dans un sol fertile. Qui sait quelles fleurs ces graines produiront? Le passé est un pays étranger, dit-on. Mais peut-être qu'il est aussi notre maison, le lieu d'où nous venons et vers lequel, d'une certaine manière, nous retournons toujours. Bonne nuit, amis voyageurs. Et que tes rêves te portent vers des terres encore inexplorées, des vérités encore inconnues, des mystères encore à dévoiler, car le voyage ne fait que commencer.